raconte. Christophe Ondelatte. Voici une affaire criminelle de 1905, l'histoire d'un ouvrier savoyard empoisonné au cyanure. Une histoire avec des certitudes et des doutes, vous verrez. Je la tire du livre de Jean-Olivier Viou, aux éditions La Fontaine de Siloé, à la barre des cours d'assises savoyardes. Jean-Olivier Viou sera là pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous voilà au printemps 1905, dans l'usine d'électrochimie du Villars-du-Planet, dans la vallée de Pralognan, en Savoie. Le matin du 12 avril, un ouvrier de la salle des fours, Pierre Chapuis, a soif. Alors il va à son casier, mais pas pour boire de l'eau, hein. L'eau c'est bien connu, ça rouille. Pour boire du vin, une bouteille qu'il a entamée la veille. Il avale une gorgée, et là il change de couleur. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Pierrot? Je sais pas. J'ai une crampe terrible au ventre. On m'a mis quelque chose dans la bouteille. À mon avis, ça vient de là. On est dans une usine chimique. Bah, ça tombe bien. La bouteille est emmenée au laboratoire. Et le verdict du chimiste tombe. Cette bouteille de vin a été empoisonnée. Par quoi, je ne sais pas encore exactement. Possiblement par du cyanure de potassium. Quoi qu'il en soit, on a mis du poison dedans, ça, c'est absolument certain. En attendant, l'état du pauvre Chapuis s'aggrave. On le transporte chez lui, un médecin vient lui administrer un contrepoison, mais sans aucun effet. Et Pierre Chapuis finit par mourir. Dans la foulée, ça se confirme. Il a été empoisonné par du cyanure de potassium. Les gendarmes de la brigade de Bozelle sont sur le coup. Quelle heure était-il quand il a bu du vin la veille, quand la bouteille n'était pas encore empoisonnée? Ses collègues s'en souviennent parfaitement. « Oh, je l'ai vu aller à son cahier. Il devait être dans les 4 heures, hein. C'est ça, hein, 4 heures. Et après, il a remis la bouteille dans son casier, il l'a refermée? Bah oui, c'est ça. Il buvait souvent du vin, votre collègue Pierre? Quand il avait soif. Comme tous les travailleurs, quoi. Donc, le vin a été empoisonné après 4 heures la veille. Et il avait des ennemis dans l'usine, votre collègue Pierre? C'est-à-dire que oui. Depuis quel temps, il se prenait souvent le bec avec Joriot. Joriot? Alexis Joriot. C'est un collègue, un macaroni, un Italien, quoi. C'est un jaloux, hein, Joriot. Il supportait pas que Chapuis soit meilleur que lui, et que les patrons le préfèrent. Il passait son temps à déblatérer sur Chapuis, dans le bureau du chef. Ça, ces deux-là pouvaient pas se voir, ça c'est sûr, hein. Et le conflit entre les deux est confirmé par la femme de Chapuis. Il me le répétait souvent, hein. Il me disait, j'ai peur de Joriot, hein, qui me donne un coup par derrière. Les gendarmes apprennent que l'avant-veille du crime, une dispute a éclaté entre les deux. Le surveillant Mazière leur raconte qu'il a dû intervenir. Quand je suis entré dans l'atelier, j'ai entendu les gars qui criaient, alors je suis allé voir. Chapuis, il était en train de travailler à son établi. Et Joriot, il tenait un outil à la main. Et il disait, nous nous reverrons, nous nous reverrons. Voilà ce que j'ai vu. Les gendarmes découvrent aussi que le soir de cette algarade, Joriot était dans un café du village et qu'il taillait des croupières à Chapuis. Il disait qu'il pouvait plus supporter de travailler avec lui, hein. Qu'il fallait en finir, quoi. Il a même dit, faut-il que je lui crève le ventre? Il l'a dit. Et ça n'est pas tout. Le lendemain encore, soit la veille de la mort de Chapuis, Joriot aurait fait des confidences à un ouvrier de l'usine, Pierre Vitone. Il m'a dit comme ça. Chapuis, c'est un méchant. Il m'a dit, je me vengerai. Les gendarmes découvrent aussi que le lendemain de la mort de Chapuis, le contremaître Chappé a fait venir Joriot dans son bureau. Je lui ai dit, gardez-moi en face, Joriot. Si vous êtes coupable, vous n'avez plus qu'à se jeter à l'eau, hein.
Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Moi, il m'a dit, il n'y a pas de preuve. Autre chose, monsieur. Le cyanure, il est facile de s'en procurer? Ah ben pour vous, non. Moi, ici, à l'usine, on s'en sert pour ce qu'on appelle les opérations thermochimiques. C'est-à-dire pour renforcer les outils en acier. Et Joriot, pouvait y avoir accès? Ah ben oui, hein. Au laboratoire, hein. Entre 9h30 et 10h du soir, il n'y a personne. Une dernière chose. Le matin du crime, Joriot, est-ce qu'il a pu avoir accès au casier de Chapuis? Oh ben sans problème, hein. Il travaillait juste à côté, il était tout seul. La suite coule de source. Alexis Joriot est interrogé par les gendarmes. Oh ben vous devriez plutôt vous renseigner sur Hivert. C'est un ouvrier de l'usine, lui aussi. Et moi j'ai entendu dire des menaces contre Chapuis. Je vous le dis, ça ne tient pas debout. Parce qu'Hivert est infirme. Il est quasiment muet. Et on a rarement vu un muet menacer quelqu'un à voix haute. Joriot désigne ensuite un autre ouvrier, un certain Millesimo. Mais le juge l'écarte assez vite parce que lui est en saplé. Alexis Joriot est donc renvoyé seul devant la cour d'assises de Savoie. Le procès d'Alexis Joriot s'ouvre 7 mois après le crime. Il a choisi comme avocat le bâtonnier de Chambéry, maître François Descotes. On amène Joriot dans le box des accusés. Un journaliste écrit « On reste surpris de l'allure de l'accusé, jeune, exubérant. Ça n'est point l'empoisonneur classique tel qu'on se le représente, mystérieux et muet, dont la main sème la mort dans un geste inaperçu. Car c'est bien connu, il y en a qui ont l'allure d'un empoisonneur, et d'autres pas. À part ça, il nie, toujours, avec beaucoup d'énergie. Néanmoins, monsieur Joriot, vous avez proféré des menaces précises vis-à-vis de la victime, et devant témoins. Bon, enfin, le chien qui aboie, il mord pas. Le lendemain, on entend les 29 témoins cités par l'accusation, essentiellement des ouvriers de l'usine, qui viennent confirmer leur déposition faite devant le juge d'instruction. Un seul fait nouveau est relevé, et pas le moindre. Alors j'ai sous les yeux une déposition importante, une déposition écrite du chimiste du laboratoire dans lequel Joriot serait rentré la veille du crime. Le chimiste assure que ce jour-là, le cyanure de potassium ne s'y trouvait pas, car, nous dit-il, il était enfermé dans le cabinet de la direction. Ah, mais ça change tout, ça. Ensuite, on assiste au face-à-face de 2 scientifiques sur un point que je n'ai pas encore évoqué. Oui, on a trouvé du cyanure de potassium dans la bouteille, mais pas dans le système digestif de Pierre Chapuis. Étonnant. Premier à intervenir, le professeur Florence de la faculté de médecine de Lyon. Il y avait dans le reste du vin contenu dans la bouteille bue par la victime 9,75 g de cyanure au litre. Si rien n'a été relevé dans les viscères, c'est tout simplement qu'il a inhalé les gaz dégagés par le cyanure au contact des acides du vin. C'est cela, sans doute, qui a entraîné la mort. Pour contrer ce raisonnement, la défense fait venir à la barre le pharmacien Hollande de Chambéry, qui est expert près la cour d'appel. À mon sens, l'hypothèse de la mort par inhalation est loin d'être établie, hein. Très loin, hein. Allons bon. Et le clou du doute est enfoncé par le docteur Guillermin. Je dirais qu'à mon sens, les circonstances de la mort de M. Chapuis n'autorisent pas à croire à un crime. À mon sens, il n'y a pas eu de crime.
Quoi qu'il en soit, l'avocat général balaye tout ça d'un revers de main. Quand vous entrerez dans votre chambre de délibération, oubliez ce que vous aurez entendu. Oubliez les paroles de l'avocat, comme les miennes, d'ailleurs. Ne regardez que le souvenir des témoignages. Vous arriverez alors, j'en suis convaincu, au point où j'en suis moi-même. Quelque pénible que soit votre devoir, vous saurez l'accomplir car vous êtes de ceux qui ne reculent pas devant les responsabilités et vous remplirez votre tâche jusqu'au bout en déclarant Joriot coupable. On attend du coup avec impatience la réplique du bâtonnier des Côtes, avocat de Joriot. Ça n'est pas avec des suppositions, ça n'est pas avec des raisonnements qu'on frappe un homme, surtout quand c'est la peine suprême qui peut l'atteindre. Il faut des preuves. On nous dit, c'est un crime. Alors qu'on pourrait attribuer la mort à un autre motif, puisque Chapuis était sujet à des crises nerveuses qui le laissaient inanémé. Le pharmacien Hollande et le docteur Guillermin ont tous deux proclamé le cri de leur conscience. Ils nous ont dit que cette mort n'a pas le caractère d'un empoisonnement par cyanure. Ceux qui ont été témoins disent que l'agonie de Chapuis n'a pas été douloureuse. Et donc, rien n'autorise à conclure à un empoisonnement. Rien. Le bâtonnier des Côtes montre alors du doigt la sœur, le frère de l'accusé et son fils, un petit bambin de 6 ans. Ils m'ont rendu visite hier soir pour me porter une lettre de leur mère, vieille femme de 70 ans. Lettre que je ne puis vous lire parce que les larmes étreindraient ma voix. Ils m'ont dit, rendez-nous notre frère, rendez-nous notre père. Et moi je leur ai dit, je vous le rendrai. Et pour cela, messieurs les jurés, je compte sur vous. Dans la salle, à ce moment-là, l'opinion semble partagée. Du côté du banc de la presse notamment, on parie sur l'acquittement. Mais Joriot, finalement, est déclaré coupable de l'empoisonnement de Pierre Chapuis avec des circonstances atténuantes. Et donc, il échappe à la mort. Et donc, il va écoper de travaux forcés à perpétuité. Eh ben non. La Cour condamne Pierre Joriot à 20 années de travaux forcés. Et nous, on comprend que les jurés disent qu'il est coupable, mais pas sûr. Continuera donc de planer sur cette affaire le spectre de l'erreur judiciaire. Nous sommes le lundi 12 août 1867 à Valorcine en Haute-Savoie, aux portes de Chamonix. Il est 10 heures du soir, et à cette heure-là, dans sa cure à l'ombre du clocher de l'église, le brave curé Maria est déjà couché. Et soudain, on frappe à la porte. Le curé se réveille, intrigué. Si c'était pour une extrême onction, les paroissiens savent qu'il faut venir toquer à la porte latérale, celle de sa chambre. Or là, on a toqué à la porte principale. Le curé va donc secouer sa bonne. « Hélène, levez-vous, on frappe à la porte. » Et les deux vont ouvrir. « Bonjour, monsieur le curé. Je suis valaisan. Je vous prie de venir au chevet d'un camarade qui est sur le point de rendre le dernier soupir. »« Ah bon? Et où ça donc, monsieur? »« Dans l'ancienne caserne des douaniers, c'est entre Valorcine et Barberine. » L'homme a la barbe et les cheveux en bataille. Il n'est pas très engageant. Mais le curé n'a pas le choix. Il passe à l'église prendre ses saintes huiles et il part avec l'inconnu dans la nuit. Ils sortent du village
Et à un moment, le curé Maria a un mauvais pressentiment. L'homme qui jusque-là marchait à ses côtés ralentit le pas et passe derrière lui. Et là, bam! Il lui donne un coup de bâton sur la tête. Le curé est un montagnard solide, il vacille mais il ne tombe pas. Et avec sa canne, il se met à frapper son agresseur. Bam, bam, bam! Et l'autre prend la fuite. Mais il revient. Il se met à rouer le curé de coups de bâton sur le crâne. Le curé a la tête en sang. « Ne m'achevez pas! Laissez-moi mourir dans mon lit, laissez-moi le temps de recevoir les derniers sacrements. Tenez, j'ai 100 francs. Je vous les donne. » L'autre a l'air de s'en fiche totalement. Il l'attrape par les jambes et le bas de la soutane, il le traîne au bord de la rivière et plouf! Il le jette à l'eau. Le curé essaye de s'agripper à un rocher, mais l'autre, bam, 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 lui porte encore 2 coups. Le curé lâche prise et il est emporté par le torrent. Ballotté par les eaux de la rivière, l'abbé Maria parvient à atteindre une berge. Il rampe sur le sol, le visage sanguinolent, la soutane en lambeaux, et il parvient à atteindre la ferme de l'un de ses paroissiens, Jean Vuillot. « Oh ben j'ai été agressé par un homme. Est-ce que vous pouvez aller à ma cure, là, tout de suite? Parce que je crains qu'il en profite pour me voler. » Le fermier Vuillot prend alors son fusil de chasse. Il passe chercher un voisin, Gaspard Burnier, qui lui prend une hache. Et finalement, le curé insiste pour les suivre. Le trio approche de la cure. « Gardez donc, il y a une bougie à l'intérieur. Une bougie qui va d'une fenêtre à l'autre. Il est là, c'est sûr. Mon Dieu, qu'a-t-il fait à ma servante ?» Et là, avec sa hache, Burnier enfonce la porte d'entrée. Mais l'autre s'enfuit par une autre porte. Alors le fermier Vuillot tire en l'air. Mais l'oiseau disparaît dans la nuit. Le curé Maria passera 15 jours au lit. Et il lui faudra 3 semaines pour s'en remettre. Les gendarmes du col de la Forclaz sont prévenus, bien sûr. Et la nouvelle de la tentative de meurtre du curé de Valorcine se répand dans la vallée comme une traînée de poudre. Et le lendemain, à 8 kilomètres de Valorcine, à Trient, dans le Valais suisse, des habitants voient passer un homme qui correspond à la description faite par le curé. « Viens avec moi, on va le suivre. » Mais l'homme s'aperçoit qu'il est suivi. Une course-poursuite s'engage. Mais le fuyard commet une grosse erreur. Il se lance dans un champ marécageux et il s'embourbe. Et donc il est appréhendé par les villageois. « Oh ben tuez-moi! Ça vaudra mieux pour moi !» Les Suisses le remettent aux gendarmes français et le voilà face à eux. « Pour commencer, votre nom ? » « Je me nomme François Basile Vicry. Mais les gens m'appellent Vicaire. »« Bien. Date de naissance, lieu de naissance, domicile, mariage ?»« Moi, je suis célibataire. J'ai 26 ans. Je suis né dans le Val d'Aoste. Et j'habite à Chamonix. »« Profession ? » ?»« Oh ben, je suis scieur de long. »« Bien. Venons-en aux faits. Reconnaissez-vous avoir tenté de tuer pour le voler le curé Maria de Valorcine? »« Oh, pas du tout. Vous commettez une erreur. J'ai rien fait du tout, moi. »« En êtes-vous sûr ? Dans votre fuite, vous avez perdu un sac. Et dans ce sac, nous avons retrouvé des vêtements couverts de sang. Et par ailleurs, plusieurs témoins vous ont vu le jour des faits effectuer des passages à proximité de la cure de Valorcine, entre 6 et 8 heures du soir. »« Bon, c'est pas moi, je vous le dis. Il y a erreur. »« Il y a aussi, monsieur, un aubergiste de village, qui dit que vers 5 heures, vous vous êtes présenté chez lui pour manger, et que vous lui avez demandé si le curé était riche, et si un vicaire vivait avec lui, ou s'il était seul avec une domestique. »« Oh, mais c'est faux. C'est pas moi, il y a erreur. »
Vu les preuves accumulées contre lui, le juge n'a pas de doute. Et donc François-Basile Viquery est renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Savoie. Le procès s'ouvre le 17 décembre 1867. À l'époque, la cour d'assises d'Annecy se trouve au premier étage de l'hôtel de ville. Drôle de public pour cette audience. Des curés d'abord, et à côté d'eux des militaires, des officiers de garnison, l'éternelle union du sabre et du goupillon. Viquery entre dans le box, entre deux gendarmes. Et il a bien fait de se débarrasser de sa chevelure abondante et de sa barbe hirsute. Sur le fond, il est toujours dans le déni. Moi, je suis innocent. J'ai fait passer par Valorcine pour aller chercher du travail à Morzine. Et il parle. Un vrai moulin à parole. Et ce faisant, il s'enfonce dans des explications invraisemblables. Personne ne comprend pourquoi il serait passé par Valorcine pour aller chercher du travail à Morzine en partant de Chamonix. Ça fait un sacré détour. Ensuite, l'abbé Maria vient à la barre. Je reconnais l'homme ici présent. C'est bien lui à qui j'ai eu affaire. Il n'y a pas d'erreur possible. Oh ben je comprends pas pourquoi le curé m'accuse. Je peux dire en toute vérité qu'il fait une fausse connaissance de moi. On fait ensuite témoigner la bonne du curé, Hélène Jacquet. Ben, c'est-à-dire que l'homme est revenu à la cure après le départ de notre curé. J'avais fermé le verrou, mais il a pénétré de force. Il m'a dit, dites-moi où que le curé met son argent et vite. Et il a ajouté, vous le verrez plus, je l'ai tué et ensuite noyé. Et là, il m'a montré le sang qu'il avait sur sa chemise. Et puis après, il m'a pris par la jupe et après, il l'a secoué en disant « Si vous appelez au secours, je vous en fais autant. » Et après, qu'a-t-il fait? Eh ben, il a pris une montre sur la cheminée du salon et puis il a fouillé toutes les armoires. Et puis il a entendu qu'on forçait la porte. Alors il a pris la fuite. Monsieur Viquery, votre réaction à ce témoignage accablant? Moi, je suis pas l'homme dont parle cette femme. Et vous, madame? Est-ce que vous le reconnaissez? Ah ben pour sûr que je le reconnais. On sort alors la chemise tachée de sang retrouvée dans son sac. Mais il ne change pas de position. Il n'avouera pas. Je rappelle ici néanmoins les renseignements collectés dans le Val d'Aoste dont vous êtes originaire. Vous avez été condamné pour tentative de viol. Dans tous les bûcheronnages et les scieries où vous avez été embauché, on nous dit que les ouvriers ont menacé de quitter les chantiers où vous avez travaillé. On nous dit aussi que dans la vallée de Chamonix, vous vous êtes rendu coupable au moins à 2 reprises d'escroquerie en obtenant la livraison de marchandises par la production de faux en écriture. Et là, vous nous dites que vous êtes innocent. Il y a de quoi douter. Le procureur impérial se lève alors pour requérir. Il s'agit certes d'une tentative d'assassinat. La victime a survécu. Mais ça ne l'empêche pas d'être très sévère. Ce crime, froidement prémédité, n'en demeure pas moins crapuleux et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Dès lors, je vous demande instamment de condamner l'accusé à la peine capitale. Et puis entre en scène l'avocat de la défense, commis d'office. On nous dit ici qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat qui mérite la mort. Mais en vérité,
pour autant que mon client soit coupable, ce qu'il nie avec vigueur. Il s'agit éventuellement de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Éventuellement. Et là, le curé Maria reprend la parole. Après avoir fait mon devoir en témoignant devant vous, je désirerais en appeler à votre indulgence. Votre indulgence pour ce malheureux. Je lui pardonne. Le président n'apprécie guère. Mais enfin, monsieur le curé, votre ministère de charité s'arrête ici. Ce n'est pas l'indulgence que vous avez à demander, mais seulement justice. Si l'accusé est coupable, la cour et le jury ne failliront pas dans leur mission. Le délibéré dure 20 minutes seulement, et les jurés décrètent Vicquery coupable. Et ensuite, comme ça se fait à l'époque, les 3 magistrats énoncent la peine. L'accusé Vicquery, dit Vicaire, est condamné à la peine de mort. L'exécution capitale se déroulera sur la commune de Chamonix. Et là, il faut que je vous explique. Une condamnation à mort en Savoie, en 1867, c'est un événement, parce que la Savoie ne fait partie de la France que depuis 7 ans. Avant, c'était un duché indépendant, qui a été annexé par la France en 1860 sous le Second Empire. Et dans le duché de Savoie, eh bien, on ne condamnait pas à mort. Écoutez ce qu'écrit ce journaliste qui a suivi le procès. C'est la première condamnation capitale prononcée depuis que notre pays a uni ses destinées à celles de la vieille France. L'horrible instrument du supplice est encore inconnu de nos bonnes populations. Un légitime orgueil patriotique a percé dans les conversations échangées après le prononcé de ce terrible arrêt. Ça n'est pas heureusement du sang savoyard que l'on va offrir en expiation à la justice humaine, car Vicquery n'est pas savoyard, mais valdôtain. Contexte politique donc. La Savoie affronte sa première condamnation à mort. L'avocat de Vicquery dépose un pourvoi en cassation, rejeté. Il saisit ensuite l'empereur Napoléon III d'un recours en grâce, rejeté lui aussi. L'exécution capitale est fixée au jeudi 30 janvier 1868. On demande donc de faire venir les bois de justice, comme on dit, c'est-à-dire la guillotine, de Grenoble. C'est-à-dire qu'avec la neige qui est tombée et le verglas, ça va pas être aisé à transporter jusqu'à Chamonix, monsieur le procureur. Eh bien, faites-en 2 chargements différents, je ne sais pas. Mettez-les sur 2 chariots. Le lendemain, Vicquery est extrait de la maison d'arrêt d'Annecy et placé dans une voiture à cheval. L'aumônier de la prison est avec lui. Il a compris que c'est son dernier voyage. Ne vous inquiétez pas, monsieur Vicquery. On va à Valorcine pour un complément d'enquête. Ne cherchez pas à me tromper. Moi, je veux seulement faire une bonne mort. Et je veux me confesser. Et je veux communier. À Bonneville, le convoi fait une halte à la gendarmerie. Il fait un froid sibérien. Le geôlier de la maison d'arrêt qui l'escorte, et avec lequel il a sympathisé depuis plusieurs mois à la prison, lui donne alors un verre de vin chaud. « Oh, merci bien. Est-ce que je peux vous embrasser ?» Le gardien dit oui. Alors il l'embrasse. « Adieu. Adieu jusqu'à l'autre monde. » Et après, il y a tellement de neige qu'il faut un traîneau pour atteindre Chamonix. Arrivé à destination, on propose à Vicquery un repas. Il le refuse. « Donnez-moi donc une tasse de café. »
Ça suffira bien. Dans la nuit, on installe la guillotine sur une esplanade. Des soldats doivent déblayer plus de 60 cm de neige gelée sur près de 20 mètres carrés pour installer correctement l'échafaud. À 6 heures du matin, le procureur impérial de Bonneville vient voir Vicry dans sa cellule. Je vous informe, monsieur, que tous les recours ont été rejetés. Oh ben, je sais bien que je vais mourir. Mais je l'ai mérité, ce châtiment. Tiens, il avoue donc. In extremis. À 7 heures du matin, Vicry est transporté jusqu'à l'esplanade. Il fait -10. Mais il y a tout de même 1500 personnes qui piétinent dans la neige pour assister au spectacle, dont des femmes avec des enfants dans les bras. Certains sont venus de très loin et ont dormi à l'auberge. Un détachement de 60 hommes de la garnison de Bonneville et 5 brigades de gendarmerie assurent le service d'ordre. Et on voit les lèvres de François-Basile Vicary murmurer ce qu'on imagine être une ultime prière au moment où il gravit les marches de l'échafaud. Et quelques années plus tard, en 1901, le commissaire de police Eugène de Catelin, qui était en poste à Chamonix en 1867 et qui a assisté à l'exécution de Vicary, écrit sous le pseudonyme de Stephen Darve. Était-il nécessaire de faire jaillir à si grands frais tant de sang humain sur la neige immaculée de Chamonix? Histoire tirée du livre de Jean-Olivier Vieux aux éditions La Fontaine de Siloé, à la barre des cours d'assises savoyardes. Et ce que je vous propose, Jean-Olivier Vieux, c'est les débriefer une par une. Commençons par l'histoire du curé Maria. C'est quand même pas banal de condamner quelqu'un à mort pour une tentative d'assassinat. Ah oui, c'est même extraordinaire. Dans les annales, imaginons une condamnation à mort de surplus suivi des faits, en présence d'une victime toujours vivante. Ouais. C'est assez extraordinaire, même si bien évidemment la tentative révèle une criminalité semblable à celle d'un assassin, puisque la tentative c'est un crime commis et qui n'a eu des effets que par des circonstances extérieures à la volonté de son auteur. Quand il n'y a pas consommation du crime, on imagine mal une peine maximale telle que celle qui a été prononcée. Donc cette décision était absolument inattendue. Et puis ce qui a aussi marqué les esprits, c'était la première fois que la guillotine venait en Savoie. Avant l'annexion de 1860, il y avait des condamnations à mort, bien sûr, pour les crimes les plus graves. Elles étaient du reste exécutées en Savoie par pendaison, mais c'est la première fois depuis que la Savoie était devenue française que les Savoyards découvrait bien la machine du docteur Guillotin, la terrible guillotine, les fameux bois de justice qui sont venus s'installer à Chamonix avec ce spectacle des 1500 personnes venues. C'est dingue parce que du coup, comme ils n'avaient jamais vu la guillotine, ils sont venus la voir comme un objet de curiosité, quoi. Absolument, c'était véritablement un objet de curiosité. Cette exécution capitale, c'était vraiment le spectacle que l'on n'avait jamais vu, le spectacle inédit. Et puis en France, d'une manière générale, n'oublions pas la curiosité malsaine qui entraînait les exécutions capitales, qui se déroulaient au petit matin, mais qui entraînaient chaque fois des centaines et des centaines de personnes. Et la dernière exécution capitale en France, elle se déroule le 17 juin 1939 devant la maison d'arrêt de Versailles. C'est le célèbre, tristement célèbre Eugène Weimann, auteur de 6 meurtres, qui va être guillotiné en public, en présence des caméras, en présence des photographes, un véritable pugilat. Il y a même des gens qui rompent les remparts formés par les policiers pour aller tremper, tenez-vous bien, leur mouchoir ou leur fichu dans la rigole où le sang coule. Et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, le 24 juin, le gouvernement Daladier rend un décret-loi disant que dorénavant, les exécutions capitales se dérouleront à l'intérieur
directeurs des prisons. Des prisons. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a bien intéressé aussi dans cette histoire, c'est le face-à-face au cours du procès entre la justice civile et la justice divine, parce que non seulement ce type est condamné à mort pour un assassinat, mais en plus le curé lui a pardonné et demande lui-même de la bienveillance à l'égard de celui qui a tenté de le tuer. Et on lui répond, ça vous regarde pas en fait. Ben oui, la justice privée n'est pas la justice d'État. C'est bien notre difficulté, nous rendons la justice au nom du peuple français. On rend la justice, bien sûr, pour que justice soit rendue vis-à-vis d'une victime, mais aussi vis-à-vis de la collectivité. Et le président rabroue d'une manière un peu sèche le brave curé Marian, lui disant, écoutez, ça c'est très bien, le pardon c'est votre problème, nous, notre devoir, c'est de rendre la justice avec un grand J. Et là, eh bien, on va évidemment évacuer toute espèce de compassion, on va rendre ce qui nous paraît être l'équité au nom de l'ordre public. C'est vraiment le rappel, comme vous l'avez dit, du distinguo qu'il faut opérer entre la justice privée et la justice de la collectivité nationale. C'est peut-être d'ailleurs une occasion de rappeler Jean-Olivier Vieux, vous qui avez été procureur général, procureur avocat général, bref, qui avez fait toute votre carrière au parquet, de rappeler que la justice n'est pas faite pour les victimes, au bénéfice des victimes. Non, pas exclusivement. Bien sûr que les victimes ont leur place au procès pénal, et on ne doit pas exclure les victimes du procès pénal. Elles ont droit à être entendues, leur parole doit être écoutée. Les victimes ne se réduisent pas à une sébille qui vient réclamer des dommages et intérêts. La victime a sa place, mais l'acte de justice est beaucoup plus large que cela. Encore une fois, la justice, c'est une décision, c'est un acte collectif et qui va bien au-delà de la somme problématique du rapport de la société et de la victime. Il faut rendre la justice au nom de la société, au nom de la victime et vis-à-vis d'un individu. On juge un homme, on a dit que juger c'est d'abord comprendre, non pas pour excuser, mais pour véritablement appréhender la personnalité d'un individu en vue de sa réinsertion, puisque si on veut éviter la récidive, pour protéger l'ordre public, il faut que la peine soit dirigée vers la réinsertion. Sauf si on estime, comme dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien que cette personne doit définitivement être écartée du circuit social. Alors, disons un mot maintenant de cette histoire d'empoisonnement au cyanure au Villard du Planet en 1905. L'accusé, Alexis Joriot, bénéficie des circonstances atténuantes. Et j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, les jurés délibèrent seuls sur la culpabilité. Et les magistrats n'interviennent qu'au moment de la peine. Donc, si l'on décrypte la décision, je suis quasiment certain qu'il y avait une majorité de magistrats qui étaient pour l'acquittement. Les magistrats ne délibèrent pas avec les jurés sur la culpabilité, les jurés reviennent et disent il est coupable. Et à partir de ce moment-là, les magistrats n'ont qu'une possibilité, c'est de prononcer une peine. Et vous avez observé en effet qu'ils prononcent non pas la réclusion criminelle, les travaux forcés à perpétuité, mais simplement 20 années de réclusion criminelle. Ce qui montre bien qu'ils n'ont pas adhéré à la logique de la décision des jurés. Et il a fallu attendre 1932 pour que les jurés délibèrent sur la culpabilité, mais que les magistrats et les jurés délibèrent tous les deux sur la peine. Et ce n'est qu'à partir de 1941, c'est relativement récent, où là, comme aujourd'hui, les jurés plus les magistrats délibèrent à la fois sur la culpabilité et la peine. Et là, dans cette affaire, on voit bien la distorsion d'appréciation qui n'a pas manqué d'apparaître à travers cette sanction, ces circonstances atténuantes qui ne sont pas dans la logique, bien sûr, de la déclaration de culpabilité d'empoisonnement. C'est mieux que les magistrats s'attachent avec les jurés, parce que on soupçonne toujours les magistrats, connaissant le système, de peser sur les jurés pour en fait leur faire adopter le verdict qu'eux-mêmes ont en tête. Est-ce que finalement mettre les jurés tout seuls pour débattre entre eux, ça n'est pas plus juste que de les mettre en situation de se faire manipuler par un président de cour d'assises ? Alors, je ne crois pas beaucoup à la manipulation, et interroger des jurés qui ont déjà siégé et demandez-leur s'ils ont le sentiment d'avoir été manipulés. Je connais d'avance leurs réponses. Vous savez, faire délibérer les jurés seuls, ça aboutit à des décisions absolument invraisemblables. On a eu des crimes passionnels où le mari tuait l'amant surpris dans le lit de la maîtresse, et bien pour lesquels il y a eu un acquittement, parce que les jurés ont estimé qu'il avait bien raison, et bien ils ont dit non au niveau du meurtre. Ouais. On arrivait donc à des procès où le meurtre était totalement établi et reconnu. Et néanmoins, les jurés répondaient non à la question de la culpabilité. C'était des décisions complètement aberrantes. Non, il est bon que l'ensemble de ceux qui vont juger, c'est-à-dire aujourd'hui les 9
les 9 hommes et femmes, 6 jurés et 3 magistrats délibèrent ensemble. Et encore une fois, l'idée de croire qu'un président va se faire manipuler. Vous savez, aujourd'hui, les jurés sont quand même pas sont pas des minus. Hein, ce sont des gens de tout niveau. Vous seriez, cher Monsieur Ondelat, aujourd'hui juré. Je doute fort qu'un président pourrait vous extorquer une décision. Non, les jurés et les présidents, je vous assure, sont très attentifs à cela. Hein. La pression des présidents, ça fait partie de l'histoire ancienne. Hein. C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai retenu quand même une très belle expression que j'essaierai de recaser dans la bouche de Joriot. Le chien qui aboie ne mord pas. C'est une belle manière de dire oui, je me suis engueulé avec lui, mais c'est pas pour ça que je l'ai tué, quoi. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Aux apparences. Je vous remercie beaucoup, Jean-Olivier Vioux, pour ce travail fait avec beaucoup de constance, qui consiste à exhumer de vieilles histoires à travers la presse, à travers les dossiers pénals. Je rappelle le titre de votre livre, qui est une véritable mine d'or, à la barre des cours d'assises savoyardes. Jean-Olivier Vioux avec un T, aux éditions La Fontaine de Siloé. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.